Voilà, rebonjour et bienvenue à toutes et à tous ici depuis la Kindarena de Rouen, où se tient la première édition du Salon des Travaux Publics, organisée par la Fédération Régionale des Travaux Publics et la Métropole Rouen-Normandie, et en parrainage avec Pôle Emploi, l'Agence de l'Orientation, l'Agence de Développement Normandie, SMA BTP et l'Académie de Normandie. C'est important que je les cite puisqu'ils collaborent à cette journée. Une journée consacrée à à la fois ce qu'on veut et ce qu'on peut réaliser en matière de travaux publics, alors qu'il faut aussi intégrer bien sûr le changement climatique, la transition énergétique et comment seront les métiers de demain, car on parle bien d'évolution. Alors ici sont représentés l'ensemble des professions des travaux publics, mais pas que, il y a aussi tous ceux qui les accompagnent en termes d'orientation, en termes d'emploi bien évidemment. Et je n'oublie pas non plus, puisqu'on aura différents plateaux qui vont se succéder tout au long de cette journée, je n'oublie pas non plus quelques chartes qui seront signées à l'occasion de ce salon, qu'il s'agisse du travail collaboratif avec Pôle Emploi, avec l'agence d'orientation et encore avec l'Académie de Normandie. Alors, vous êtes forcément en direct avec nous puisque vous nous regardez depuis chez vous. Je vous rappelle le lieu, Kindarena. Vous êtes directement concernés. C'est pas parce que c'est uniquement les travaux publics. La thématique, elle est bien sûr cette transition que l'on vit et que l'on doit accompagner. Donc n'hésitez pas à venir pour pouvoir découvrir et peut-être embrasser les carrières qui seront celles de demain. Le premier plateau que je vous propose, eh bien, il a trait à la mobilité. C'est le premier des 4 plateaux que l'on va vous proposer tout au long de cette journée. Juste après, nous aurons une thématique qui abordera l'eau. En début d'après-midi, les femmes et l'emploi au cœur, bien sûr, des travaux publics. Et puis l'énergie. Mais permettez tout d'abord que je vous présente nos 3 intervenants, en les personnes de Frédéric Ledru, qui est président des Routes de France Normandie, de Cyril Moreau, qui est vice-président en charge des transports, des mobilités d'avenir et des modes actifs de déplacement au cœur de la métropole Rouen-Normandie, et Didier Collin, qui est le directeur général de l'IDRIM. Messieurs, merci d'avoir accepté de participer à ce plateau. Avant de parler de mobilité, peut-être un tout petit planté de décor avec vous, Cyril Moreau, sur ce que représente en tant qu'enjeu cette mobilité au cœur, bien évidemment, de la métropole Rouen-Normandie. J'ai écouté tout à l'heure mon président Nicolas Maillard-Rossignol et il a résumé, on est face à des injonctions contradictoires. Puisque vous avez à la fois des sujets environnementaux et de santé, et vous avez des sujets économiques et sociétaux. Et parfois les deux sont en conflit. Et il faut qu'on trouve des solutions pour réussir à concilier ce que l'on résume un petit peu dans le jargon journalistique, la fin du monde et la fin du mois. Par ailleurs, nous sommes en France, et même si la métropole a en charge la question de la mobilité, elle n'a pas tous les outils. Si je prends la question de la logistique, il y a un acteur majeur, c'est l'État et le ferroviaire. Nous n'avons pas de prise sur le ferroviaire. Ensuite, nous avons un bassin de vie qui ne correspond pas forcément à notre territoire administratif. Métropole, 500 000 habitants, bassin de vie, 750 000 habitants. Vous avez 250 000 habitants qui viennent régulièrement à Rouen et qui n'habitent pas sur le territoire de la métropole. Comment est-ce qu'on fait pour organiser la mobilité pour des gens qui sont à l'extérieur ? Donc c'est quelque chose qui est complexe, mais sur lequel il faut s'atteler. Et pour s'y atteler, il faut sortir des dogmatismes. La mobilité, ça ne sera ni le tout voiture, ni le tout vélo. Ce sera la multimodalité. Il faut apporter à chaque personne, en fonction de ses besoins et de son implantation territoriale. On ne répond pas de la même façon si vous êtes à Rouen, centre-ville, ou, pour reprendre l'exemple du président, à Quincampoix, la même solution de mobilité. C'est donc le train, si on peut en développer, mais ça c'est l'État, c'est la voiture partagée, c'est le covoiturage, c'est les transports en commun et pour les zones les plus denses, le vélo et la marche. Voilà les enjeux auxquels on est confronté, auxquels vient de s'ajouter une complexité supplémentaire, c'est la motorisation. On doit non seulement régler les problèmes de mobilité, régler les problèmes de fin de mois pour les gens qui sont étranglés actuellement par le prix de l'essence, mais en plus aider les gens et les entreprises à aller vers des motorisations avec des problèmes de coûts financiers très importants et des problèmes d'incertitude technologique aussi importants. Alors, on n'a pas forcément aujourd'hui des technologies fiables pour l'ensemble des véhicules qui existent sur notre territoire. Donc nous sommes mobilisés sur le sujet avec des incidences financières
très forte. Et une petite difficulté, c'était la minute de complainte d'un territoire qui doit gérer ces questions-là, c'est que le cadre législatif national n'a pas évolué. Nous avons toujours exactement les mêmes ressources pour faire face à des enjeux qui ont des impacts financiers beaucoup plus importants. La mobilité au sein de la métropole Rouen-Normandie, c'est un enjeu majeur, vous me le confirmez? C'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, tout le monde parle du pouvoir d'achat et de l'inflation. Quand vous regardez le budget d'un ménage, alors là, on est chez des entreprises, mais prenons l'angle des ménages qui sont quelque part des salariés des entreprises. Votre logement, vous avez peu de chances de pouvoir négocier avec le propriétaire la diminution de votre loyer. La nourriture, ce n'est pas conseillé d'aller réduire votre budget de nourriture. Donc, qu'est-ce qui vous reste? Le budget mobilité. Actuellement, ce qui se passe, c'est que les gens passaient d'un budget de 200 à 300 euros par mois à 400, voire 500 euros par mois. Donc, leur pouvoir de vivre à la fin qu'il leur restait pour les loisirs et les plaisirs pour les enfants disparaissent complètement. Et si on est capable d'apporter des solutions de mobilité, avec le covoiturage ou avec les transports en commun, on peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire redonner du pouvoir de vivre. Donc c'est vraiment un enjeu qui est très clivant. Si on n'agit pas, on va vers une dégradation de la qualité de vie de nos concitoyens. Si on agit, on peut redonner de la qualité de vie à nos concitoyens. Donc c'est majeur. C'est une belle formule, ça, le pouvoir de vivre. Je la garde pour la ressortir tout à l'heure. Vous ne travaillez pas seul, bien évidemment. Vous travaillez avec un ensemble d'infrastructures, de collaborateurs. Et je vais me tourner vers Didier Colin. Didier Colin, je vais vous demander, vous êtes donc le responsable de l'IDRIM. C'est peut-être de présenter ce que fait l'IDRIM. Vous êtes une structure qui travaille avec tout le monde, en bonne intelligence, bien évidemment. Donc avant de revenir sur comment les conseils que vous donnez, vous menez des enquêtes, il y a un observatoire. Bref, je ne vais pas parler à votre place. L'IDRIM, c'est quoi ? Merci. Alors l'IDRIM, en quelques mots, c'est une association partenariale publique-privée qui regroupe l'ensemble des acteurs des infrastructures de mobilité. Donc nous, notre thématique, c'est l'infrastructure proprement dite. Mais l'infrastructure, forcément, c'est l'outil de mobilité et donc on ne peut pas la dissocier des usages. On regroupe, quand je dis l'ensemble des acteurs, c'est vraiment la totalité, c'est-à-dire les donneurs d'ordre, les maîtres d'ouvrage, que ce soit l'État, les collectivités, départements, métropoles, etc. C'est toute la profession, à la fois les généralistes comme la FNTP et puis des représentants de professions plus spécialistes, le bitume, le béton, les ouvrages d'art, etc. On a un troisième collège de membres qui représente la maîtrise d'œuvre, donc les bureaux d'études privés qui sont représentés par Syntec et Sinov et la maîtrise d'œuvre publique, le CEREMA. Un autre collège qui représente l'ensemble des acteurs de la formation et de la recherche, donc formation initiale et continue, là aussi à la fois des écoles privées, des écoles publiques, et puis toute la recherche dans ce domaine-là, parce qu'on va voir que l'innovation, c'est vraiment un sujet important pour faire évoluer les pratiques et les résultats. Et puis un cinquième collège d'associations partenariales qui gravitent là aussi autour des sujets de mobilité. Et en plus, on a un certain nombre d'adhérents à titre individuel dans de nombreuses collectivités. Par exemple, la métropole de Rouen est membre de l'IDRIM à titre individuel, le département de Seine-Maritime est membre de l'IDRIM à titre individuel. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on produit à la fois de la doctrine, de la documentation technique, comme vous le disiez, vraiment de façon partenariale avec l'ensemble des acteurs. On est très attentif au fait qu'on représente vraiment tous nos acteurs. On n'est surtout pas un outil de lobbying de l'un ou l'autre de nos acteurs. On fait très attention à ce que ce qu'on fait et ce qu'on produit serve à l'ensemble de la collectivité. Les objectifs, c'est vraiment comment faire évoluer les infrastructures dans le contexte actuel de transition écologique, de transition numérique, de transition énergétique. Et puis un autre volet aussi sur comment mieux associer les citoyens et les riverains aux infrastructures. Donc tout un travail sur les nuisances, etc. Et donc il y a vraiment un gros volet transition écologique, protection de la biodiversité, travail sur l'impact sur l'environnement, travail sur la résilience des infrastructures, parce qu'on voit aussi qu'avec le dérèglement climatique, on observe des phénomènes qu'on ne connaissait pas il y a 20 ou 30 ans, qui peuvent fragiliser des routes, des ponts. Et donc de fait, on l'a vu au début de la crise de Covid, l'infrastructure, c'est la chose qui a permis à la société de tenir au moment où tout le monde était confiné. On a quand même continué à faire tourner la société, à alimenter les magasins, les entreprises. Et donc c'est vraiment un sujet clé sur lequel on travaille. Alors je vais vous reposer, c'est même pas une question, c'est une transition. Et puis après on s'intéressera à ce que peut dire justement Frédéric Ledru, notamment par rapport à ce que je vais vous dire. Vous mettez en exergue systématiquement, tous ceux avec qui vous travaillez, sur le fait de bien connaître son patrimoine. C'est essentiel. Tout à fait. Alors,
peut-être un rappel, peut-être je te retire les mots de la bouche, mais c'est pas l'infrastructure en elle-même. Sur le volet mobilité, c'est pas elle qui produit le plus de gaz à effet de serre. C'est l'usage aujourd'hui des infrastructures qui produisent des gaz à effet de serre. L'infrastructure en elle-même, c'est-à-dire sa construction, son entretien, sa maintenance, sa réparation, représente une partie relativement faible. Mais pour autant, comme ça vient d'être dit, les usages vont être de plus en plus décarbonés et de fait, la part modale d'émissions de gaz à effet de serre de l'infra va augmenter. Et pour revenir à votre question, en fait, on s'aperçoit que d'abord, entretenir des infrastructures, ça coûte cher. Le patrimoine routier, simplement routier français, est évalué à environ 2000 milliards d'euros en valeur patrimoniale. Et donc, faites un petit calcul. Si on voulait investir, mettons 5 ou 10% de ces valeurs patrimoniales pour l'entretenir, comme on le fait pour un patrimoine immobilier, etc., on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est en deçà. Donc, aujourd'hui, en France, on a un sous-investissement pour l'entretien et la maintenance. Et de fait, ça accompagne une dégradation progressive, un peu insidieuse, parce que ce n'est pas visible. Un ouvrage d'art, ça peut se dégrader de façon masquée. Et puis un jour, on s'aperçoit qu'on ne peut plus faire passer de poids lourd. Et donc, à ce moment-là, ça pose à la fois un problème d'usage, et donc de gêne à la société, mais aussi un problème de coût de remise en état qui peut être beaucoup plus élevé et pour le coup beaucoup plus polluant en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de consommation de matériaux. Donc le sujet de base sur lequel une partie de nos travaux porte à l'IDRIM, c'est justement la connaissance de son patrimoine d'infrastructures, essentiellement les routes, les ouvrages d'art, mais aussi les équipements de la route, pour être en capacité de définir une politique d'entretien et de maintenance qui permette d'investir le juste niveau. Ce n'est pas la peine de dépenser trop d'argent, mais le juste niveau pour qu'elle reste en bon état, donc elle puisse jouer son rôle pour les mobilités et surtout qu'on réduise au maximum son empreinte carbone et environnementale. Frédéric Ledru, vous êtes président en route de France Normandie. Bien sûr qu'il y a une prise de conscience très forte depuis déjà plusieurs années chez vous, avec une envie d'expérimenter. Je crois que vous avez des chiffres à l'appui. Il y a aussi une histoire, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a une transition, il y a une histoire entre votre secteur d'activité et, j'allais dire, le secteur des TP et des routes de France. Tout à fait. La France est quand même le pays qui a la renommée mondiale sur la qualité de ses infrastructures. Alors depuis quelques années, on a un peu baissé. On était les leaders largement et on s'est dégradé à des problèmes d'entretien, de maintenance qui nous ont fait régresser dans notre classement. Donc comme le disait Didier, il faut mettre un peu plus d'argent quand on n'entretient pas régulièrement. Donc c'est des sources d'émissions de gaz à effet de serre supplémentaires. Voilà. La profession a beaucoup travaillé depuis une dizaine d'années sur la notion de patrimoine routier, parce qu'on l'associe naturellement à un bâtiment. Mais la route est un réel patrimoine et quand on l'a chiffré, les chiffres qu'a donné Didier sont quand même colossaux. Et chaque élu a pris conscience cette dernière décennie du patrimoine qu'il avait et qu'il fallait vraiment l'entretenir. Il y a un maître mot maintenant que vous utilisez, je crois, régulièrement, c'est construire durable. Tout à fait. Vous l'aviez déjà avant, mais là, il ressort de plus en plus. Je dirais oui, c'est devenu une priorité vitale pour l'ensemble de la société. Et le fait que la société, au travers de ce qu'on voit dans les urnes, au travers des dernières élections, j'imagine et je crois très fort que ça va être un catalyseur, comme le disaient les présidents Cavagné et M. Maillard-Rossignol, de changement de comportement. Voilà, il y a vraiment une prise de conscience. Les jeunes qui sont tous ici, qui seront nos clients, nos maîtres d'œuvre, nos salariés, vont nous amener à changer radicalement nos comportements parce que c'est leur envie. Ils veulent changer les choses. Donc là, on est vraiment à un moment de bascule qui va être très intéressant et on est prêt. Produits et matériaux plus vertueux, construire en adéquation avec les attentes, avec la réalité du monde en mouvement, qu'il s'agisse du climat ou des ressources énergétiques, et peut-être penser encore plus au recyclage. Alors je vous propose un premier reportage qui évoque les différents types de matériaux et notamment ceux auxquels le tout un chacun ne pense pas toujours, c'est-à-dire la réutilisation de matériaux qui ont déjà servi. Le reportage. Il faut arrêter les fausses idées des matériaux recyclés, c'est les déchets, les poubelles. Non, ce sont des matériaux nobles. C'est un très bon matériau et on arrive à avoir les performances voulues sur quasiment tous nos chantiers. Les matériaux recyclés, ça existe et ça marche bien. Les matériaux recyclés sont des matériaux à part entière, comme n'importe quel matériau de carrière. Nous utilisons dès que possible des matériaux recyclés.
Dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc ce sont des travaux d'aménagement de voirie et plutôt d'un équipement complet appelé anciennement déchetterie et qu'on appelle aujourd'hui sur la communauté urbaine d'Alençon centre de valorisation. Un chantier donc qui se termine après 5 mois de travaux avec donc une particularité puisqu'il y a réemploi de matériaux. Comme dans la plupart des marchés maintenant que l'on publie, on a ouvert la possibilité à variante, c'est-à-dire que l'entreprise a eu la possibilité de proposer des matériaux alternatifs. Et ici, ça concerne exclusivement les matériaux de couches de fondation et de couches de roulement. Sur ce chantier-là, la particularité, c'est qu'on a vu avec la collectivité pour utiliser des matériaux concassés, que nous utilisons et que nous concassons notamment sur notre plateforme à Alençon. Donc ces matériaux proviennent essentiellement des travaux de la CUA. Donc ils viennent tous de la communauté urbaine de la CUA. Donc ça correspond à des bordures, caniveaux, déchets de trottoir, enfin quand je dis déchets de trottoir, grattage de trottoir, démolition de voirie. Et on réutilise tous ces matériaux-là, on les reconcasse entre 1 ou 2 fois par an. Et on réutilise après en couche de fondation. C'est simple, on a des choses recyclées partout sauf sur les bâtiments. On a mis 2330 m3, ça correspond à environ 5700 tonnes de matériaux recyclés. Plus 1000 tonnes d'enrobés, donc on est dosé à 20% dans le recyclé, donc on a également 1200 tonnes environ de matériaux recyclés dans les enrobés. La communauté urbaine d'Alençon, dans sa politique globale, s'est engagée dans une réduction des déchets. Donc sur un chantier de déchetterie, centre de valorisation, ça ne pouvait pas mieux s'appliquer que d'appliquer ces principes. Je pense que c'est vraiment une alternative et pour une collectivité comme une communauté urbaine, réutiliser en plus leurs propres matériaux, je pense que ça a vraiment un sens. Nous, on a créé un site de valorisation des déchets inertes. On rentre de la matière, on la transforme, on leur donne une seconde vie, tout simplement. On prend tout ce qui est béton, enrobé, bris, tout ce qui est déblai terreux, principalement de nos chantiers et aussi des autres entreprises. Voilà. Vous avez une traçabilité où tout simplement on connaît la provenance, on a une fiche des FIP qui permettent de savoir d'où viennent les matériaux. Tous les matériaux sont classés, c'est-à-dire plus ou moins grossiers avant concassage. Ces matériaux-là, on va les réutiliser soit en matériaux drainants, soit on les nous maîtrisons en béton recyclé qu'on intègre dans notre centrale. Cette centrale elle a 2 fonctions en fait, on peut faire des produits Cholet, des graves Cholet, des graves ciment Cholet recyclés. Et aussi c'est le petit plus de la centrale, on peut faire des bétons. On arrive à faire des bétons de bordure qu'on utilise beaucoup. On arrive à faire des bétons autoplaçants aussi qu'on utilise beaucoup. Qui sont de fibre optique et tout ça avec ces produits recyclés, le sable recyclé, les graviers recyclés. Et on arrive aussi à faire des dallages qu'on utilise, des dalles balayées, des dalles quartzées, d'un produit de démolition. On en refait une construction, c'est-à-dire qu'on est capable de refaire du béton. Produit de démolition. Et on est au tout prémisse de notre concept et on sait que ça fonctionne et ça va fonctionner. Voilà. Voilà, évolution des métiers, on voit nouvelles fonctions avec des matériaux qu'on utilisait avant. Le recycler, c'est aussi une phase de communication et de sensibilisation à faire auprès de vos clients parce que certains peuvent penser moi je veux pas de trucs au rabais. Ça, souvent, le matériau recyclé est assimilé à un matériau moins noble, plus bas de gamme, donc de seconde vie. Donc on veut du neuf, alors que les matériaux de réemploi ont acquis c'est normé. Tout est bien calibré aujourd'hui, donc on peut faire avec de l'ancien aussi bien qu'avec du neuf. Donc le réemploi, c'est vraiment quelque chose qui doit se développer. Est-ce qu'on peut tout faire avec du recyclé? Parce que voilà, il faut être très clair. Là, on a vu quelques exemples qui ont été donnés. Est-ce qu'il y a des notions où vous dites non, il y a des domaines? Alors aujourd'hui, on a beaucoup de choses qu'on sait faire. Ce qui nous manque, c'est d'expérimenter encore plus pour pousser les limites, voir jusqu'où on peut aller. Aussi un message à nos maîtres d'ouvrage, c'est qu'on a, par exemple, sur nos enrobés, Gaëtan évoquait les enrobés recyclés à 20%. Il faut savoir qu'en France, on plafonne à 20% de réintroduction d'anciennes chaussées dans nos outils industriels par manque de ressources. Parce qu'en gros, on n'en rabote pas assez les anciennes chaussées.
Donc c'est l'économie de l'instant, parce que évidemment la prestation de rabotage coûte un peu d'argent. Souvent on peut s'en passer parce qu'on remet par-dessus. Donc, mais quand on raisonne écologie au global, le fait de raboter va permettre de retrouver de la matière locale, du bitume qui vient de loin, qu'on réintroduit. Voilà. Nos outils industriels sont capables aujourd'hui de recycler à 50%, très majoritairement, voire certains postes pour des gros chantiers mobiles d'autoroute, 70%, voire 100%. Donc aujourd'hui, voilà, on est limité par, je dirais quelque part, les gisements qu'on nous propose, qu'on nous met à disposition. Il y a la force de l'habitude qu'il faut changer. Voilà. Et permettre aux entreprises d'expérimenter encore plus. On l'a fait de tout temps, c'est pour ça que la France est leader dans son patrimoine technologique. On est envié de beaucoup de pays sur nos ouvrages, nos génies suisses. Nos grands groupes, nos entreprises ont un savoir-faire mondialement reconnu. Et il faut qu'on puisse continuer à expérimenter pour rester leader dans ce domaine du réemploi. Cyril Moreau, on ne va pas faire tout le plateau sur le recyclage, mais vous pouvez en dire un mot si vous le souhaitez. Et puis on va parler de mobilité, on est là pour ça. Donc c'est aussi envisager les transports qu'on va utiliser demain. Et vous l'avez dit, covoiturage, le ferroviaire, bon ça c'est l'État, mais aussi les transports en commun le plus souvent possible. Et là aussi c'est prendre en considération la possibilité que les gens les utilisent de plus en plus. Donc de plus en plus de bus, de plus en plus gros. Il faut que le revêtement soit en adéquation avec le transport utilisé. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je le sais, dans la salle, il y a Thierry Chauvin avec qui on discute de ça régulièrement parce que mes bus, qui sont des poids lourds, défoncent ses voiries. Et donc, forcément, il n'est pas content. Non, il a bien fait de venir. On est confronté effectivement à ce qui a été décrit, cette parfois pingrerie du maître d'ouvrage, donc nous, qui veut faire des économies et qui va faire un minimum sa voirie et puis qui se rend compte qu'elle n'est pas adaptée pour l'usage. Et là, on croit avoir fait une économie à court terme et en fait, on se rend compte à long terme qu'on a perdu de l'argent et qu'en plus, on dégrade l'environnement puisqu'on est obligé de refaire les infrastructures. Donc c'est un travail de longue haleine. Rappelez quand même qu'il y a un cadre réglementaire. Il y a une directive européenne en 2008 qui oblige à valoriser en matière 70% des déchets de chantier. Donc c'est un début de réponse pour une ressource, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on soit vertueux et ça passe aussi par notre commande. On est en train de faire évoluer la commande publique qui était en gros le prix, avec un prix qui était un minimum à 60%. Une fois que vous avez mis le prix à 60%, vous tuez tous les autres critères. Et là, ce sur quoi il faut tendre, c'est des critères environnementaux au maximum, à 20%, oui. Un prix à minimum, à peu près à 35%, et le reste, une note technique. Et souvent, quand vous avez une note technique qui est élevée, vous avez à la fin un prix qui n'est pas si élevé que ça, puisque quand on essaye d'avoir la meilleure solution, généralement, on a aussi tendance à la fin à tirer le prix vers le bas, pas forcément à court terme, mais à long terme. En France, on ne sait pas raisonner en coût global. C'est dramatique. Voilà. Et c'est vers ça qu'il faut que l'on aille. Donc, effectivement, on doit être plus vertueux et le chantier commence, mais c'est de longue haleine, mais on sera à votre côté. Notre président est très attaché à l'expérimentation. Il veut qu'on expérimente, et on essaye de faire avec Thierry évoluer la culture interne sur arrêter d'être court-termiste et penser un peu plus à long terme. Frédéric Ledru, je vous ai vu empoigner le micro au moment où Cyril Moreau parlait de court terme. Je ne sais pas si c'est ce mot-là qui a déclenché ce mouvement. La notion de coût global, c'est ce qu'on essaye et la performance dans son ensemble sur la durée de vie d'un ouvrage, parce que c'est vrai qu'on est jugé en général sur un appel d'offres public et privé, sur un prix, mais très peu de maîtres d'ouvrage raisonnent sur un coût global. Voilà, de fait de bien faire, peut-être un peu plus solide au début, c'est comme sa maison. Si on l'isole bien, on va payer moins de chauffage. Donc voilà, une route, c'est pareil. L'entretenir au beau moment, au juste moment, avec la juste technique, qui sera la moins consommatrice. Alors financièrement, c'est un sujet, mais aussi raisonner gaz à effet de serre. Voilà. Il y a aussi, j'ai pas donné un chiffre tout à l'heure pour rebondir sur les propos de Didier, on a parlé construction et usage. La construction d'une route, c'est à peu près 3,5% des gaz à effet de serre émis sur la durée de vie de l'ouvrage. Donc on agit, nous, pour construire, pour respecter les engagements qu'expliquait Bruno Cavagnier tout à l'heure, pour réduire notre empreinte de 30 à 50% dans la prochaine décennie. Donc ça, on est prêt. Mais l'usage, voilà, représente quand même 95%. Et dans l'usage, il y a la maintenance. La maintenance, plus on en fait, plus on consomme. Cyril Moreau, puis après je viens revoir à nouveau Didier Colin. Pour répondre quand même à votre question qui était la mobilité de demain,
Vous l'avez abordé d'abord sur un premier angle, c'est le fait qu'on doit doubler la part des transports en commun si on ne veut pas que le système bug. Et donc on va vers plus de bus et des bus plus gros. L'espace étant contraint, actuellement vous avez 2 types de bus pour simplifier, des bus simples de 9 mètres, des bus de 18 mètres. Demain on va avoir des bus de 24 mètres. Oui, c'est ça. Et qui accessoirement seront certainement électriques, donc avec des batteries en plus, des batteries d'1 tonne. Donc plus lourd. La batterie, 1 tonne. Ouais. À l'intérieur en charge. Donc vous voyez le poids qui va peser sur les infrastructures, ce qui nous amène à devoir travailler sur un schéma des infrastructures de dire par où on fait passer les bus, et là où on fait passer les bus, on traite différemment la voirie. Mais ça, c'est l'un des aspects. Le deuxième des aspects où là, on peut rentrer dans la logique du 95-5 sur l'impact durée de vie, c'est le numérique. Le numérique est à la fois une opportunité et une menace. C'est une opportunité parce que ça peut permettre de mieux gérer notre mobilité. Vous pouvez avoir un trafic automobile plus fluide, et on sait que la fluidité, c'est une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça permet de mieux travailler sur les correspondances au niveau des bus. Donc ça, c'est l'aspect qui est positif. L'aspect négatif, c'est des coûts d'entretien qui sont plus importants. C'est-à-dire que parfois, quand vous avez quelque chose qui plante en matière d'informatique, vous n'avez pas forcément les ateliers pour pouvoir réparer ici. Et l'impact du numérique peut aussi être très important. Quand vous avez un composant électronique qui pèse 1 gramme, il faut 1 kg, 1000 grammes de matière pour le produire. Donc faisons attention dans le numérique de trouver la bonne dose. Il en faut pour améliorer l'efficacité de notre système, mais pas trop, sinon ça peut avoir un impact environnemental négatif et des coûts de fonctionnement, d'entretien aussi élevés. Trouvons le juste milieu. Didier Collin, vous pouvez interagir tout ce que vous entendez. J'avais envie de vous demander, vous êtes un partenaire des collectivités, des infrastructures, de ceux qui réalisent ces infrastructures. Comment vous pesez, c'est pas méchant ce que je dis, mais quel est votre poids? Parce que vous avez un observatoire, vous avez des enquêtes. On connaît par exemple le Césaire, les Césaires de France, qui sont des centres de consultation, mais qui n'ont pas de véritable pouvoir dans les décisions politiques ou professionnelles. Comment vous pouvez intervenir avec toute cette manne d'informations que vous avez collectées? La richesse de l'IDRIM, c'est ses membres, en effet, puisque l'équipe permanente, c'est 4 personnes. Donc nous, on ne produit rien, je vais presque dire qu'on ne travaille pas, on fait travailler nos membres. Alors, au-delà de la boutade, on a un comité scientifique et technique qui définit le programme de travail de l'IDRIM pour l'année et les années à venir, et ça se traduit sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur les axes d'adaptation des infrastructures aux transitions écologiques, numériques, énergétiques, etc. Et ensuite, on a des comités thématiques, techniques, donc par thème. Un sur les ouvrages d'art, un justement sur la gestion patrimoniale des infrastructures, un sur la recherche et l'innovation et la formation, etc. Et dans chacun de ces comités, c'est donc nos membres qui délèguent du personnel, des spécialistes de chez eux pour y travailler. Donc nous, notre boulot, c'est d'être attentif à ce que dans chacun des comités, on ait une représentation ou une représentativité de l'ensemble du panel de nos acteurs. Et c'est eux qui travaillent, donc qui sur les recommandations du comité scientifique et technique, choisissent les axes de travail et disent tiens, ça serait bien qu'on travaille par exemple sur voilà, l'utilisation d'enrobés à basse température plutôt que d'enrobés à haute température. Et c'est comme ça qu'on produit de la doctrine, des guides, de l'aide, à la fois pour les maîtres d'ouvrage, pour les entreprises, vers la normalisation le cas échéant, vers les organismes de formation. Un des sujets qui est vraiment un sujet clé qui est au cœur de ce forum aujourd'hui, c'est l'avenir, donc l'évolution des métiers. Et il faut qu'on prépare aujourd'hui les spécialités dont on aura besoin dans 2, 3, 5, 10 ans. Et donc là aussi, on est à l'origine de tout ça, parce que comme on a l'ensemble de l'écosystème qui nous fait remonter ses préoccupations, ses besoins. Et ça permet aussi de montrer que la route, c'est pas simplement la route des années 60, un ruban de bitume sur lequel on faisait rouler des camions et des voitures polluantes. C'est aussi un objet de mobilité, un support de mobilité qui est indispensable. Et comme disait Cyril, qui a besoin de plus en plus d'interagir avec les utilisateurs, donc d'où le besoin du numérique. Le numérique, ça peut aussi servir pour la maintenance. Une des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, notamment sur les petites communes, c'est qu'elles n'ont plus de services techniques qui sont capables de connaître le patrimoine et de l'auditer, notamment les ouvrages d'art. Et on a vu dans certaines petites communes que même un petit pont
qui tombe en ruine ou qu'on est obligé de fermer, pose de vrais problèmes de viabilité sur la commune, parce que ça oblige à faire des détours quotidiens très très longs. Et donc, par exemple, on a des pistes sur comment équiper de façon numérique les ponts de capteurs pour pouvoir anticiper leur évolution et pour pouvoir émettre un diagnostic, même si la commune qui est maître d'ouvrage du pont n'a pas des services techniques qui ont des compétences en ouvrage d'art. Donc tout ça est lié, et l'intérêt justement de l'e-Dream, enfin à notre petit niveau, mais je pense que si on a autant de membres et si on a des travaux aussi productifs, c'est que tout le monde y trouve son compte, c'est justement d'être à la croisée des chemins de tous ces acteurs avec l'e-Dream. Donc, je le disais, c'est une association à but non lucratif, donc nous, on a une neutralité totale et on est vraiment là pour faire avancer le sujet des infrastructures de mobilité et démontrer que c'est vraiment un outil qui continuera à être indispensable, alors bien évidemment, en essayant à la fois de décarboner l'infrastructure elle-même et ses usages. Cyril Moreau, quand vous avez fait le panel au départ, le balayage de la réalité, des mobilités, vous avez parlé des transports en commun, du covoiturage, des voitures et des vélos. Alors, je vais vous demander, ne pas trop développer, mais dire ce que ça représente par rapport à la métropole Rouen-Normandie, parce qu'on a un petit sujet derrière, et ça vous permettra de pouvoir rebondir sur comment vous appréhendez ce réseau, parce qu'on peut parler de réseau vélo sur la métropole. Alors, aujourd'hui, pas grand-chose. Bon. 1% des déplacements sont faits en vélo. Et si on veut que le système ne bug pas, pour reprendre l'expression tout à l'heure, il faut le porter à 20%. En matière de système de mobilité, quand vous êtes à vélo ou en voiture, si vous avez fait une distance de 500 mètres, quand vous êtes sur le pont, qui est l'endroit de congestionnement, vous continuez à prendre la même place. Donc on a un enjeu majeur, non pas d'aller embêter la personne de Quincampoix en disant venez à vélo, mais le Rouennais qui prend sa voiture pour y acheter sa baguette de pain à 500 mètres, de le convaincre de basculer en vélo. Donc notre objectif, c'est de passer à 5% d'ici 2030, multiplié donc par 5. C'est aménager 300 km de pistes cyclables et à côté de ça, de multiplier les services, location, stationnement, réparation, pour aider les gens à passer à l'acte. Pour illustrer vos propos, vous avez parlé de Quincampoix, on ne sera pas très loin puisque le reportage que vous allez découvrir, c'est entre Bois-Guillaume et Isnoville sur l'aménagement des nouveaux types de réseaux. Le reportage, vos réactions juste derrière. Alors, ces deux chantiers, la route de Darnétal à Bois-Guillaume et la rue de l'Église à Isnoville, s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan vélo métropolitain, qui est composé de deux types de réseaux. Un réseau express vélo d'environ 140 km d'aménagement, dont 40 km sont déjà réalisés aujourd'hui, et dont l'objectif est vraiment de connecter les principales centralités de la métropole. À côté de ça, on a aussi un réseau interconnecté vélo, dont l'objectif, lui, est d'assurer un maillage complémentaire à ce réseau express vélo. L'aménagement sur la route de Darnétal à Bois-Guillaume, lui, s'inscrit dans le cadre du réseau express vélo. Et pour ce faire, donc on va réaliser ce qu'on appelle une piste cyclable monodirectionnelle bilatérale de chaque côté de la chaussée, de 2 mètres de large, de façon à ce que les cyclistes puissent se doubler. Cet aménagement, elle sera bien isolé du trottoir pour éviter les conflits d'usage entre les piétons et les vélos. Et elle sera également bien séparée de la chaussée par un séparateur de 30 cm de large en béton. L'objectif vraiment du réseau express vélo, c'est d'avoir des aménagements qui sont à la fois efficaces, c'est-à-dire des trajets le plus directs possible, avec des aménagements suffisamment larges pour que les cyclistes puissent se doubler. C'est également d'avoir des aménagements lisibles, et les élus souhaitent que ces aménagements neufs soient réalisés en enrobé rouge pour bien les distinguer. Et puis, c'est peut-être le critère le plus important, ces aménagements ils doivent être le plus sécurisés possible. Et c'est pour cela qu'il faut qu'ils soient à la fois isolés des circulations piétonnes pour éviter les conflits d'usage et également bien isolés de la circulation automobile par soit des haies paysagères quand on a l'emprise suffisante ou alors par des séparateurs béton. La route de Darnétal s'inscrit dans ce qu'on appelle l'itinéraire numéro 10
du réseau Express Vélo. C'est un itinéraire qui doit relier à terme donc, le centre-ville de Maromme jusqu'à la route de Lyons à Rouen, en passant par les communes du plateau nord, à Notre-Dame-de-Bonneville, Mont-Saint-Aignan, Bois-Guillaume et Billorel. À l'origine, c'est un projet de requalification complète de la voirie, donc de façade à façade. Initialement, on n'était pas forcément parti pour faire un projet d'envergure aussi importante. Et puis, au fur et à mesure des échanges avec les élus et les riverains, il y avait vraiment ce souhait d'apaiser la circulation et d'intégrer un aménagement vraiment cyclable en site propre. Et notamment aussi parce que donc, la commune d'Isnoville s'est pas mal développée ces derniers temps, donc sur toute la nouvelle zone du manoir. On a eu beaucoup de logements en plus et on s'aperçoit finalement que pour desservir les commerces du centre-ville et le groupe scolaire, il n'y a pas d'autre alternative que de proposer des accès mode doux, piétons, vélo, de manière à ce que les gens puissent se déplacer autrement qu'en voiture sur cette rue. C'est un des premiers chantiers de la métropole sur lequel on a inséré des clauses environnementales, notamment vis-à-vis du pourcentage de réutilisation de recyclés, mais aussi pour avoir un suivi plus fin de tout ce qui rentre sur le chantier et de tout ce qui ressort du chantier. C'était notamment aussi un des critères au moment de l'analyse des offres pour l'attribution du marché. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on travaille avec l'entreprise qui est attributaire de ce marché. En tout cas, sur ce chantier-là, on a déjà réalisé plusieurs réutilisations de matériaux, notamment une grande partie des bordures béton qui ont été déposées, ont été concassées et remises en place sur site. Et puis en termes de matériaux, tout ce qui est remblai de la voie verte, comme on peut voir ici, c'est globalement du recyclé. On a travaillé avec les riverains pour qu'ils puissent aussi participer au projet et se prononcer sur les choix d'aménagement, sur le type de plantation, le fait qu'on conserve les arbres existants ou pas, qu'on rajoute du stationnement à certains endroits. Et puis on a travaillé aussi avec les commerçants, puisque avec tous les travaux préalables, il y a eu quand même un impact sur leur activité. Donc on a fait des réunions spécifiques avec les commerçants pour bien évaluer leurs besoins. J'attends la fin. Cyril Moreau, tout est dit ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur ce qu'il vient de dire? Merci. Frédéric Ledru, c'est un enjeu. Il y a un grand programme de pistes cyclables. On a évoqué ce sujet-là lorsqu'on a préparé ce rendez-vous. Tout à fait. C'est la mobilité, je dirais pas du futur, mais en tout cas de proximité qui doit largement prendre sa place. Les objectifs de la métropole, je ne doute pas qu'ils soient atteints dans le calendrier prévu. L'enrobé, voire sans bitume, quelle durabilité, tout ça, ce sont des échanges permanents entre les collectivités, quand c'est elles qui sont vos prestataires. Le discours est fluide et clair. Tout à fait. Après, on travaille aussi sur des produits décarbonés, notamment sur ces pistes cyclables qui n'ont pas les mêmes agressions qu'un bus. Donc voilà, l'imperméabilisation est aussi un enjeu. Les pistes de cyclables sont une opportunité réelle pour expérimenter, développer, parce qu'on se balade aussi en trottinette électrique, oui. Ça peut être des scooters, etc. Donc des chevaux, donc il y a des sollicitations qui sont quand même importantes. Je reviens sur quelques mots qui ont été dits lors du reportage, Cyril Moreau. Plus direct, plus sécurisé, plus en rapport avec la vie. Parce que le but, c'est à la fois de sécuriser ceux qui sont sur les réseaux, de les interconnecter pour que ça corresponde véritablement à un réseau, et aussi de faire en sorte que ça soit en adéquation avec la vie, les commerçants, les citoyens qui vivent au quotidien leur quartier. Oui, non, mais deux commentaires par rapport à ça. Nous avons 71 communes sur le territoire de la métropole. Il n'y a quasiment plus personne qui vit, travaille et va se détendre dans la même commune. Tout le monde bouge au sein de la métropole. Auparavant, les réseaux de pistes cyclables, ils étaient communaux, pas interconnectés entre deux communes. Donc ça se passait bien dans ma commune et j'arrivais à la fin de ma commune et je ne pouvais plus continuer. Or, si vous voulez convaincre des gens de faire du vélo, il faut que ce soit simple, surtout s'ils se déplacent avec leurs enfants. Vous ne ferez jamais monter à vélo des parents avec leurs enfants s'il n'y a pas une sécurité du point A au point B. Donc c'est un enjeu majeur. Par ailleurs, il faut le dire, par le passé, on a fait un peu trop de vélo loisir. C'est bien, c'est très agréable le vélo loisir, mais il faut le vélo de la vie quotidienne. Et il faut gérer les conflictualités parce que, effectivement, les commerçants vont vous dire mais si vous supprimez le stationnement, comment je fais pour vivre? Et donc, il faut regarder à chaque fois qu'on fait un aménagement comment on permet à ce que tout le monde puisse vivre en bonne intelligence.
Et la remarque qui a été faite est aussi importante, et aussi la place de la biodiversité, que le vélo ne devient pas l'élément qui supprime les arbres, qui supprime les espaces de respiration. On a besoin de tout ça, donc ça nécessite, et je finis là-dessus ce que disait Juliette, beaucoup de temps de discussion avec l'ensemble des acteurs pour essayer d'avoir un projet qui tend vers le consensus plutôt qu'au conflictuel. Un dernier mot très rapide, parce qu'on ne l'a pas abordé, mais il est important. Il y a des histoires d'argent, mais plus important qu'il y a des histoires d'argent, c'est des histoires humaines. C'est-à-dire qu'on ait l'effectif dont on a besoin, les qualités et les compétences des uns et des autres qu'on a besoin. Est-ce que là, justement, ce salon n'a pas tout son écho pour qu'on ait les bonnes personnes, je parle bien technique, aussi bien au sein des collectivités, mais aussi au sein des entreprises DTP? Alors nous, très clairement, le facteur bloquant, c'est devenu l'humain. Auparavant, il y avait besoin d'avoir la volonté politique, puis de mobiliser l'argent. Maintenant, on a deux facteurs bloquants humains. Un en interne, qu'on commence à compenser, c'est-à-dire recruter les ingénieurs qui sont capables de suivre les opérations. Et le nouveau facteur qu'on est en train de découvrir, c'est que les cabinets qui nous accompagnent, qui vont préparer les projets pour les entreprises de BTP, nous disent être en difficulté pour recruter. Donc ils travaillent en heures sup pour suivre le rythme, mais à un moment donné, il y a un effet plafond de verre. Donc le facteur humain, mais je crois que ce n'est pas le seul secteur, et devient le facteur rare dans le développement des projets. Frédéric Ledru, un mot sur ce sujet. On a exactement les mêmes problèmes. On est en recherche permanente de personnel, de compétences, de jeunes. Donc je suis assez rassuré de l'affluence d'aujourd'hui. Mais on est tous chroniquement déficitaires en hommes et femmes. Et c'est ce qui nous inquiète tous, parce qu'on ne va pas forcément être en capacité de réaliser tous les sujets. Notre limite aujourd'hui, c'est notre puissance de feu à réaliser. Voilà. Didier Collin, dans les pactes d'engagement des acteurs des infrastructures, des mobilités, on évoque ces sujets-là, c'est-à-dire les personnels aux bons endroits, aux bons postes. Tout à fait. Alors historiquement, l'IDRIM a été créé notamment suite aux vagues de décentralisation et du fait que l'État se désengageait du domaine des infrastructures, à la fois en tant que maître d'ouvrage, mais aussi en tant que prestataire technique. Et donc, tout à l'heure, quand je disais qu'on avait un collège de membres qui tournait autour de la maîtrise d'œuvre, c'est un des vrais sujets, parce que bien évidemment, pour accompagner à la fois les maîtres d'ouvrage et les entreprises, il faut des concepteurs, il faut des bureaux d'études spécialisés, il faut combler la carence qu'ont les collectivités, notamment les plus petites, comme j'évoquais tout à l'heure, de ne plus avoir les compétences. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la formation, l'innovation, pour justement à la fois définir, comme je le disais tout à l'heure, les métiers dont on aura besoin demain, mais aussi les rendre attractifs, faire savoir qu'on a ces besoins-là. Et donc, je profite de la perche que vous me tendez sur le pacte des acteurs des infrastructures de mobilité. C'est un pacte qui a été à la fois instauré au niveau national avec l'ensemble des grands acteurs au début de l'année 2021. Donc, parmi les grands acteurs, bien évidemment, la FNTP, Route de France, le ministère des Transports, l'ADEME, pour qu'on voit bien que le volet environnemental est concerné, tous nos acteurs. Et l'intérêt de ces pactes, c'est qu'ils se déclinent au niveau territorial. Donc, c'est en train de se mettre en place un certain nombre de déclinaisons, souvent portées par une collectivité, un département, une métropole. D'ailleurs, petit appel du pied à la fois à la métropole de Rouen et au département de Seine-Maritime qui ont commencé à amorcer leur réflexion, et ça serait bien que dans le cours de cette année ou de l'année prochaine, on formalise ce pacte. Ce pacte, c'est vraiment une feuille de route pour les 10 ans à venir, pour avancer sur les différents axes que j'ai déjà évoqués, avec des indicateurs, mais vraiment une déclinaison locale en fonction à la fois des responsabilités de chacun, des enjeux locaux. C'est pas juste on prend le pacte national et on le translate et ça reste un document qu'on signe et qu'on met au fond de l'armoire. C'est vraiment un outil de travail au quotidien qui permettra aussi, nous, d'alimenter le rapport qu'on fait annuellement sur l'ensemble de la France, donc toutes les déclinaisons territoriales. Et vraiment, c'est vraiment un outil de travail au quotidien avec les pistes qui vont bien. Et comme vous le disiez, effectivement, ce volet de la compétence et de l'innovation est mis en avant dans ce pacte. Merci, vous avez bien fait de venir, Cyril Moreau, vous avez vu le message, il est passé presque discrètement, mais bon voilà. Merci messieurs, merci d'avoir participé à ce premier plateau télé. Je sais, c'est inhabituel parce qu'il y a des gens qui passent tout autour, des gens qui échangent et qui discutent. Nous, on parle également pour vous informer de la réalité, de ce qui se passe et qui va se passer. Prochain rendez-vous dans 15 minutes, on abordera un sujet
très important, c'est l'eau. Avec 4 nouveaux intervenants, je vous donne rendez-vous à tout à l'heure, dans 15 minutes. Ça démarrera à 11h15 précisément. Vous dire que vous pouvez venir nous rejoindre. On est à la Kind Arena, au cœur de la métropole Rouen-Normandie, à Rouen bien évidemment. Donc n'hésitez pas, peut-être que vous allez jouer votre carrière si vous venez. Donc on vous incite à venir. À tout à l'heure.